Bonjour à tous. Je voulais démarrer avec une petite blague. Avec une petite bande dessinée de Dilbert, vous connaissez tous, j'imagine, et que j'ai trouvée assez marrante et tout à fait en ligne avec notre présentation d'aujourd'hui. Donc là, sur cette bande dessinée, il parle de l'engagement dans les entreprises. C'est caricatural ici, mais en fait, c'est un réel problème dans nos entreprises françaises. Comme le montrent en fait les statistiques, puisque la dernière étude du Gallup montre que seulement 6% des employés dans nos entreprises françaises sont réellement engagés. C'est quand même peu. Un employé engagé, c'est quelqu'un qui est investi dans la mission de l'entreprise, qui sent que son opinion compte et qui participe activement et de manière volontaire à la satisfaction client, enfin, à l'amélioration de la satisfaction client. Donc en Europe, on est seulement à 10%, donc on est un petit peu en dessous de la moyenne, mais c'est quand même pas beaucoup. Pour vous donner une idée, dans cette salle, c'est la même salle, mais c'est pas vous, si on applique les 6%, ça fait à peu près 3-4 personnes qui sont engagées dans leur travail. Je pense qu'on est plus nombreux quand même et qu'à nous seuls, on remonte la moyenne nationale. Voilà, donc un employé engagé qui est plus productif et innovant, ce n'est pas une nouveauté. Ici, le Gallup montre le lien entre l'engagement et les résultats business. Donc on voit par exemple, ici sur ce graphe, le top 20% de l'étude, enfin, des entreprises qui ont été étudiées, et elles réalisent plus 20% de ventes en moyenne. Elles sont plus 21% rentables. Elles gardent leurs employés plus longtemps et surtout, elles génèrent 2 fois moins de problèmes de qualité. Donc, ce qui est mis en cause, ce sont les pratiques managériales de type command and control, jugées trop traditionnelles, c'est-à-dire où les décisions sont prises en haut et exécutées en bas. Et où les managers passent leur temps et leur énergie à vérifier que les résultats individuels sont atteints, plutôt que d'essayer d'impliquer chaque personne. Donc, les personnes qui ont été interviewées, en tout cas celles qui ont répondu au questionnaire de Gallup, ont mis en avant certains problèmes, notamment, on l'a dit, je crois, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, mais le manque de sens, le manque de but, sentir qu'on n'a pas un impact dans l'entreprise. Le deuxième, c'était le plus important, c'était que tout le monde se fout de ce que je pense. Et le troisième, c'est que personne n'encourage mon développement dans l'entreprise. Et pour finir avec Gallup, il propose le Lean Management comme une voie à explorer pour transformer les pratiques de management et créer des organisations qui soient plus saines, avec des taux d'engagement bien plus élevés. Alors, Toyota l'a compris depuis longtemps, a compris que l'engagement et la qualité étaient inséparables, parce que ce sont les gens qui sont sur le terrain qui sont les mieux placés pour opérer les problèmes, pour réagir vite et proposer des idées d'amélioration. Donc eux, ils ont mis en place un contexte, un environnement de travail où chacun est capable et peut facilement participer à l'amélioration de la qualité en faisant du Kaizen. Et c'est bon pour le business et pour le développement personnel. Mais il y a un piège quand on démarre le Lean. Le piège, c'est d'être attiré par la boîte à outils. Et moi, je suis tombée dans ce piège. Mea culpa. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on démarre le Lean, on est intéressé par certains des outils, on va essayer de les appliquer dans son propre contexte, et puis on va les dénaturer, et finalement, on ne change rien. On ne change rien à la façon dont on travaille, on ne change rien à nos pratiques de management. Donc, en fait, l'utilisation des outils dépend de ce qu'on veut en faire, de ce qu'on cherche à faire. Par exemple, est-ce qu'on monte une OBIA, on essaye de monter une OBIA parce qu'on veut piloter des projets et donc on peut mettre la pression sur les gens, ou est-ce qu'on monte une OBIA pour créer un espace collaboratif où les différentes équipes vont pouvoir partager leurs décisions,
leurs idées et puis résoudre les problèmes d'interface entre eux et entre les différentes technologies dont ils sont responsables. Pareillement, un Kanban. Est-ce qu'on cherche à juste gérer des tâches, c'est-à-dire faire un suivi de tâches, comme vous voyez là-haut, un pseudo-Kanban, ou est-ce qu'on essaye de mesurer le lead time pour faire émerger les problèmes dans le flux, qui bloquent le flux, et c'est-à-dire le Muda, et est-ce qu'on a l'intention ensuite d'engager, de travailler avec les personnes sur le terrain pour résoudre ces problèmes un à un. Donc en fait, le seul objectif des outils Lean, c'est de développer l'esprit Kaizen et donc de favoriser le développement personnel. Le Lean, c'est bien une démarche de développement personnel, ce n'est pas une démarche de transformation organisationnelle, ce n'est pas une méthode d'excellence opérationnelle. Et le jour où j'ai compris ça, c'est là que j'ai réellement commencé à progresser. Donc ce que le Lean m'enseigne, c'est à ne jamais prendre pour acquis la situation actuelle, à sans arrêt remettre en question le status quo et mes propres croyances, et puis à sortir des sentiers battus pour trouver des idées innovantes aux problèmes d'aujourd'hui. Alors dans une entreprise, cette démarche concerne tout le monde, à commencer par le dirigeant, puisque c'est lui ou elle qui va donner le ton et qui va ensuite pouvoir embarquer son équipe de management dans la même démarche, qui eux vont former les team leaders et ainsi de suite. Mais si on n'est pas dirigeant, ce qui est le cas de la grande majorité d'entre nous, on peut se former de la même manière. Et comment on se forme? On se forme en pratiquant des gestes tous les jours, des gestes dans son propre contexte et à son propre rythme, comme on le ferait quand on le ferait pour apprendre un nouvel instrument de musique. Donc le Lean, c'est bien une pratique et ça commence par soi-même. Voilà. Et un des gestes à pratiquer, c'est ce qu'on a appelé le Go See Challenge, et ce consiste à aller voir sur le terrain tous les jours pour découvrir les vrais problèmes de l'entreprise, les problèmes rencontrés par les gens et qui les empêchent de réussir, et donc de pouvoir challenger sa propre compréhension de la situation. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on commence à aller sur le terrain régulièrement? On commence à voir les choses différemment. On apprend à mieux regarder les choses et puis petit à petit, on a tous ces murs mentaux, ces croyances et ces fausses idées qui nous empêchent de voir la réalité qui tombent un à un. Et c'est comme ça qu'on se change soi-même finalement. Donc ici, je voudrais partager quelques points de contrôle, quelques points clés de la façon dont je fais le Go See Challenge. C'est une liste que je compile depuis plusieurs années au travers de mes propres expériences. Donc, je ne vais pas passer en revue tous ces points. Je vais me focaliser sur 2-3 points qui me semblent particulièrement importants et sur lesquels moi-même j'ai pas mal bossé. Le premier, c'est aller sur le vrai Gemba. Donc le Gemba, on sait, c'est là où la valeur est créée. Le Gemba, c'est là où les clients achètent et consomment nos produits ou nos services. C'est aussi là où les gens travaillent, que ce soit les fournisseurs ou les employés. Et il ne s'agit pas donc de passer 1 heure devant un tableau blanc avec des indicateurs ou dans une OBEA et puis appeler ça le Gemba. Ça, c'est juste le début. Donc ça, je l'ai appris à la dure. Le deuxième, pour moi, c'est écouter. Et je pense que c'est le geste le plus difficile à maîtriser. En tout cas, ça l'est pour moi. Parce que c'est difficile parce que cela demande de faire totale abstraction de soi-même. Voilà, de donner toute son attention à la personne qui vous parle et la considérer plus importante, plus intéressante que nous. Et c'est particulièrement difficile quand on voit des choses et qu'on entend des choses qui ne nous plaisent pas. C'est quoi le premier réflexe qu'on a quand on voit des trucs qui ne nous plaisent pas? Ouais. Hein? Ouais, on râle et on impose des solutions, on essaie de convaincre l'autre qu'il a tort. Je ne peux pas te laisser dire ça. Ah, bon. Donc, écouter, c'est dur. Écouter, c'est dur, mais pourtant, je pense que c'est le critère numéro 1 pour créer des environnements de travail qui soient safe, dans lesquels les gens n'ont pas peur de s'exprimer, partager les problèmes et puis proposer des idées.
Donc, quand je suis sur le terrain, je cherche à reconnaître, ce n'est pas toujours facile, mais je cherche à reconnaître des problèmes types. Donc, des problèmes que j'ai déjà vus dans d'autres contextes et pour lesquels j'ai une méthode d'analyse répétable. Et je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est si je vois, par exemple, une pile de dossiers ou une pile de tâches qui s'accumulent, je vais pouvoir faire l'hypothèse que le travail est batché et puis mettre du flux tiré pour essayer d'y voir plus clair et avec l'objectif d'engager les personnes sur le terrain pour résoudre les problèmes un à un. Un autre problème type serait les plaintes clients. Donc, si les clients se plaignent de bugs dans une application informatique, je peux faire l'hypothèse que derrière, les développeurs manquent de compréhension de leur code ou qu'ils maîtrisent mal les interfaces entre les différents composants du produit. Et enfin, demander pourquoi. Demander pourquoi signifie aller au-delà de la première idée qui vous vient à la tête, qui me vient en tête. C'est aller au fond des choses et approfondir sa propre réflexion. Parce qu'on part du principe dans le ligne que si on comprend mieux ce qu'on fait et comment on le fait et pourquoi on le fait, on est meilleur, on arrive mieux à faire son job. Voilà, et pour terminer donc ma partie de la présentation, j'aimerais partager un exemple dans mon travail et de comment j'applique le Lean et je pratique la technique du Go-See Challenge quand je vais sur le terrain. Donc, une partie de mon travail consiste à créer du contenu, enfin, écrire des articles, des posts et publier des posts sur le thème du Lean. Mais écrire, c'est assez coûteux, surtout pour quelqu'un qui n'est pas écrivain à la base comme moi. Moi, je suis informaticienne, and nobody's perfect. Donc, ça me demande un réel effort d'écrire. Bien que je trouve ça absolument fascinant et j'apprécie de le faire. Donc on a cherché de nouveaux moyens, et notamment avec Michael, de créer ce contenu de manière plus régulière, mais moins coûteuse. Et on a trouvé un outil qui s'appelle Lumen. Et les Lumen nous permettent de créer des petites vidéos d'1 minute dans lesquelles on se met en scène et on partage des messages forts du Lean. Vous en voyez quelques extraits sur l'écran. Voilà. Et donc, le jour où on a trouvé ce nouveau mode de communication, moi, j'ai pris l'initiative d'engager plusieurs de mes collègues praticiens du Lean dans la création des vidéos, de manière à avoir un volume conséquent et puis varier les styles et les messages. Donc, j'avais 3 défis à relever. Le premier, c'était de réussir à engager les gens dans la production de ces vidéos, sachant que tout le monde est occupé, et c'était donc pas gagné. Le deuxième, c'était de pouvoir produire des vidéos intéressantes, de qualité. Encore faut-il savoir ce que c'est qu'une vidéo Lumen intéressante. Et puis ensuite, de tenir sur le long terme et de ne pas se fatiguer trop vite, de ne pas se lasser trop vite. Et pour relever ces défis, eh bien, j'ai fait ce que Michael veut que je fasse avec les personnes que je travaille, c'est-à-dire j'ai mis en place un Kanban, un flux tiré pour la production des vidéos. Donc là, ce qu'on s'est donné comme tact, c'est une semaine. On veut publier une vidéo par semaine. Et moi, je fais office de petit train. C'est-à-dire que chaque mardi matin, j'envoie le Kanban à la prochaine personne en ligne, sous la forme d'un email là, que vous voyez. Okay. Cette personne, elle va aller piocher dans son ShopStock, dans son stock local, pardon. Elle va aller chercher la vidéo qu'elle a d'avance. Elle va me l'envoyer et puis elle va démarrer la prochaine vidéo qu'elle va garder dans son ShopStock jusqu'à réception du prochain Kanban. Moi, je prends cette vidéo-là, je vais la publier donc sur les réseaux sociaux et puis ensuite, j'envoie un email d'information à tout le monde pour qu'ils sachent où on en est et quand est-ce que leur prochain Kanban va tomber. Donc, en fait, ça marche du feu de Dieu. Ça marche du feu de Dieu parce qu'on arrive à produire beaucoup de vidéos. On en a produit des dizaines depuis qu'on a démarré. On n'a loupé que 2 livraisons et c'était ma faute. C'était ma faute parce que ces semaines-là, j'avais des pics d'activité et que j'ai tout bonnement oublié. Donc, ce qui m'a forcé à challenger ma propre organisation et à mieux lisser mes autres activités. Alors, maintenant qu'on savait produire, il fallait se poser la question de la qualité.
Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une vidéo intéressante? Ce qui est bien avec le flux tiré, c'est que ça nous permet de voir la qualité sur chaque pièce et puis d'engager les personnes dans l'amélioration de la qualité. Donc moi, en tant que team leader de l'activité, mon job, ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est d'avoir des conversations avec chacune des personnes qui participent. Donc j'essaie d'écouter, de comprendre leur point de vue, de ne pas trop imposer le mien, sur facile, et puis ensemble, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une vidéo intéressante. On va trouver ce qui marche, on va essayer de comprendre ce qui marche pas, et puis voilà ce que c'est qu'une vidéo de qualité. Et au fur et à mesure de ces échanges, on a réussi à faire émerger des no-go zones, c'est-à-dire des limites à ne pas dépasser, des erreurs à éviter. Par exemple, on s'est dit qu'une vidéo de moins de 6 ou 7 écrans, c'était trop simple. Ça ne nous permettait pas de raconter une histoire qui tienne la route. Donc ça, c'est un exemple. L'exercice nous a aussi poussé à définir et clarifier les priorités, c'est-à-dire ce qu'on cherchait à faire. Et donc, ça permet à chacun de pouvoir mieux s'orienter dans le choix des thèmes et puis dans la façon de raconter l'histoire. Voilà, donc ça c'était un exemple que je voulais vous présenter dans mon travail, dans mon contexte, sur lequel j'applique le Lean et je pratique le GOSI Challenge, ce qui me permet donc d'engager des gens dans l'amélioration de la qualité, de développer l'esprit Kaizen et de continuer à me développer moi-même. Le Lean, c'est un système d'apprentissage qui favorise le développement personnel. Et tout comme Sandrine, moi je suis convaincue que c'est une voie qui mérite d'être explorée. Et pourquoi? Parce qu'il y a 5 ans de cela, j'ignorais complètement ce que le mot Lean voulait dire. Alors je suis ingénieure. À l'époque, on venait de me confier un projet dans une grande entreprise. Et bien sûr, j'en avais entendu parler de ce mot Lean et moi-même je l'utilisais, vous savez, au détour de conversation, hey oh, ta démarche, elle n'est pas très lean. Et puis les personnes qui n'en savent pas plus que vous de vous répondre, ouais, c'est pas faux. Et puis, j'ai eu l'occasion, j'ai ma chef, Françoise, qui m'a quand même offert un premier livre, celui-là. Et ça m'a permis d'avoir une première définition, donc estampillée par le monde du Lean, de ce qu'est le Lean. Et j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai rien fait. Et puis Françoise, elle a persévéré et elle m'a offert un deuxième livre. On en a un peu parlé aujourd'hui. Et vous le connaissez, c'est un best-seller. C'est une transformation Lean qui est racontée au travers d'une très belle histoire que j'ai beaucoup aimée. Et j'ai toujours rien fait. Et j'avais quand même quelques idées parce qu'on a la chance d'avoir des usines dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et ces livres, ça m'a donné des idées sur, dans les usines, on pourrait aller faire du Gemba, mettre en place du management visuel, faire du 5S. Sauf que moi, mon environnement de travail, c'est ça. Et là, j'avais beaucoup de difficultés à voir comment je pourrais le transformer. Et ça aurait pu en rester là si je n'avais pas eu l'opportunité et puis aussi la volonté de faire une formation, une vraie formation, qui est le CES Lean Management, qu'un certain nombre dans la salle fait. J'ai mes co-formés aussi qui sont dans la salle. Et cette formation, ça m'a permis pendant 1 an d'être au contact avec des personnes qui n'y comprenaient rien, comme moi. Des personnes qui comprenaient un petit peu, et puis des personnes qui étaient réellement passées par là avant moi, qui étaient expérimentées, qui sont en l'occurrence nos professeurs, et que je considère aujourd'hui comme des sensei. Cette formation, pendant 1 an, ça m'a permis de répéter et re-répéter ce que c'est que la base du Lean et donc le Toyota Production System. Mais pas que. On a aussi parlé de Product Development, voilà, j'ai résumé par TPD, et on a aussi beaucoup parlé de Management. Parce que le Lean, c'est un système d'apprentissage qui favorise le développement des personnes
Et le développement des personnes, c'est une mission, si ce n'est la mission du management. Et enfin, lors de cette année, nos professeurs, via des cas pratiques, des exercices, nous ont forcés à transposer la théorie dans un contexte donné et autant que possible familier. Et au final, j'ai compris, a posteriori, qu'ils avaient passé 1 an à nous faire du relate, repeat, reframe, soit le triptyque indispensable à l'opération de tout changement, qui est décrit dans un livre passionnant qui s'appelle Change or Die, et que je vous recommande de lire. Suite à ça, j'étais un petit peu plus confiante sur comment est-ce que j'allais pouvoir transformer les choses dans mon environnement professionnel. Et d'ailleurs, j'ai été rencontrer un chef de projet qui avait des problèmes d'interface entre différentes personnes qui travaillaient dans son projet, et je lui ai même suggéré de mettre en place du management visuel, de faire des OBA. Et puis j'ai rencontré un chef d'équipe qui fait des trucs extraordinaires en termes de management visuel, qui suit des ingénieurs et des études, et je trouvais ça génial. Et je me dis, il pourrait aller un peu plus loin. J'ai essayé de lui parler de Kanban. Alors ces 2 personnes, elles n'ont rien fait. Et elles ne m'ont pas écoutée. Et je ne leur en veux pas parce qu'à leur place, sincèrement, je pense que j'aurais fait pareil. Voire j'aurais été encore plus méchante envers moi-même. Je me serais répondu, vas-y toi, fais-le. Et parce que oui, le Lean, c'est un système d'apprentissage individuel. Et ce n'est pas une méthode copier-coller qu'on prend et qu'on va aller coller sur les autres. Le Lean, ça nécessite de se challenger, d'y aller. Et nos professeurs, ils nous le répètent pendant 1 an. Ils nous le répètent. Commence par toi-même. Et j'avais du mal à commencer par moi-même. J'avais du mal à me challenger. Et pourtant, j'avais déjà un peu changé. Mais j'avais changé mon mode de réflexion et ma façon d'aborder un certain nombre de sujets. Et ça, je l'ai vu notamment au travers d'une formation qu'on a montée avec un de mes collègues qui s'appelle Didier. Alors, c'est une formation sur l'application de la réglementation sur nos produits industriels. C'est une formation pour laquelle on partait vraiment pas gagnant, parce que d'abord, on n'est pas formateur, on est des ingénieurs, et que c'est une formation qu'on fait en plus d'un certain nombre d'activités. C'est une formation, on avait déjà essayé de faire quelque chose par le passé, et ça n'avait pas bien marché. Et puis, avant tout, le sujet de la formation. Formation sur l'application de la réglementation sur la réalisation de nos produits. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, l'application, la réglementation, ce n'est pas des thèmes qui font rêver. Du coup, on est quand même parvenu à un certain résultat. Comment est-ce qu'on a fait? On a créé un module de formation de 2h30. Ce module de formation, on a formé depuis 1 an et demi 215 personnes, et on est parvenu à un résultat qui est allé au-delà de nos expériences, puisqu'on a obtenu un NPS qui va jusqu'à au-delà de 80%. Alors NPS, on en a beaucoup parlé, la plupart d'entre vous, j'imagine, savent ce que c'est, mais du coup, ça mesure si vos clients, donc en l'occurrence les personnes formées, recommanderaient votre produit. Et là, en l'occurrence, les personnes recommandent notre produit, mais en plus, ils challengent d'autres personnes à venir faire la formation à la réglementation. Alors du coup, rétrospectivement, comment est-ce qu'on a fait? On est parti, on s'est demandé, nous, en tant que personnes formées, qu'est-ce qui nous plaisait quand on faisait une formation. Et on s'est dit qu'on aimait bien des formations avec pas trop de théorie, mais beaucoup d'exercices ou des cas pratiques. Et du coup, on a centré cette formation sur un point théorique. On a créé autour un certain nombre de choses, des quiz, des exercices. On a beaucoup standardisé la présentation, les livrets. Et dès le démarrage de la formation, on a créé une mesure qui est le fameux questionnaire de satisfaction et le NPS. Et quelque part, au travers de cette formation, on a créé avec Didier notre propre petit système d'apprentissage. Et à chaque formation, on apprend et on améliore notre produit. Et du coup, on fournit toujours un produit meilleur pour nos clients, qui sont les personnes formées. Et du coup, si je me repose la question de comment est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on a monté cette formation, et bien du coup, on s'est posé des questions qui sont des questions assez classiques quand on démarre une réflexion Lean, qui sont à savoir qui est mon client, qu'est-ce qu'il attend, quelle est la situation actuelle, quel est l'écart, quel est le standard et quels sont mes interlocuteurs. Et aujourd'hui, moi, je dois dire que quand on confie un nouveau sujet, ce sont des questions que je me force à me poser. Et d'ailleurs, on m'a confié un nouveau projet récemment, et il avance pas forcément très vite, mais les progrès que j'ai faits sur ce sujet sont vraiment liés aux efforts que j'ai mis à essayer de répondre à certaines de ces questions, à savoir notamment quels sont mes standards au sein de mon entreprise, quels sont mes standards en dehors de l'entreprise,
quels sont mes interlocuteurs clés. Alors cette liste, elle est bien entendu pas exhaustive, et Sandrine en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi quand même un point qui est important et qui n'apparaissait pas dans cette liste, qui est quel est mon Gemba, mon GoNC. Et dans l'ingénierie, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à appréhender, parce qu'on n'a pas tous du management visuel sur nos murs, et on trouve ça un peu bizarre d'aller derrière les ingénieurs, regarder derrière leur dos et leur écran. Et en réfléchissant, j'ai découvert qu'il y avait d'autres Gemba aussi qui existaient, qui étaient un peu moins physiques. Mais en l'occurrence, quand je travaille sur l'application de la réglementation sur un objet technique particulier, mes premiers Gemba, mes premiers terrains d'exploration, eh bien, ce sont ces textes réglementaires et cet objet technique sur lequel je travaille. Et enfin, pas de GoNC sans challenge. Mon challenge au quotidien, c'est le pourquoi. Et Sandrine en a parlé tout à l'heure. Le Lean, il ne considère jamais rien comme acquis. On se repose sans cesse la question du pourquoi. Et surtout, on essaye de ne pas se laisser emporter par les réponses un peu préconçues que nous fournit notre cerveau. Et quand j'ai pris mon poste sur l'application de la réglementation il y a quelques années, et que j'ai dû lire pour les premières fois ces textes réglementaires, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont écrit comme ça? Pourquoi ce vocabulaire emprunté, si compliqué, etc. Et mon cerveau, très rapidement, m'a dit, Pascal, ne cherche pas, il ne pense pas comme toi. Et puis, il cherche à te piéger. Mais en fin de compte, maintenant, après quelques années à travailler sur cette réglementation, je me rends compte que si je me repose la question pourquoi, je trouve d'autres raisons à ce vocabulaire qui est parfois un peu compliqué. Ça nécessite, pour comprendre une exigence, de s'arrêter, de vraiment réfléchir à ce qui nous est demandé. Et ça nécessite aussi, face à cette réglementation, que je m'interroge sur comment est-ce que je dois l'appliquer dans mon contexte particulier et sur l'objet qui est réalisé dans mon entreprise. Voilà, donc c'était quelques exemples sur comment est-ce que le Lean a favorisé mon développement personnel. Je pense que nos entreprises, elles ne peuvent pas être réfractaires à une volonté personnelle de développement. Et puis, pour faire le lien avec ce que Sandrine disait au début, quand on se développe personnellement, quelque part, on est plus engagé. Et puis, l'engagement, c'est beaucoup de bénéfices aussi pour l'entreprise. Et donc, bien sûr, c'est mieux quand on a un dirigeant qui est très impliqué dans une stratégie Lean, et on peut attendre que notre dirigeant fasse la démarche d'implémenter une stratégie Lean. On peut attendre qu'il trouve un sensei, si possible un bon, mais on peut aussi se challenger et essayer d'y aller et de commencer par petits bouts. La première personne vraiment à convaincre que c'est possible, c'est nous-mêmes. Merci.